Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel agro-webinaire du mardi qui exceptionnellement est un mercredi et pour les fidèles du mardi, j'espère qu'ils ont pu se décaler sur le mercredi. C'était important puisque deux de nos intervenants ont eu des problèmes d'agenda et on ne pouvait que démarrer par ce sujet, hein, la bioéconomie favorise-t-elle la durabilité des filières alimentaires, puisque c'est une question que beaucoup se posent, à la fois dans le champ agricole, mais de manière plus générale. Donc, je vais donner la parole. Donc, le sujet, je voulais rapidement présenter, mais nos intervenants, donc, je vais laisser la parole en premier à Nicolas Beffort, qui est professeur associé à Neoma Business School, qui va se présenter de manière un peu plus complète. Et puis ensuite, nous aurons l'intervention d'Hélène Prudhomme, qui est chargée de mission bioéconomie à Agrotransfert. Et enfin, on aura une intervention de Stéphanie Baumberger, qui est professeure en chimie verte à AgroParisTech. Et nous sommes toujours dans la démarche de présenter à la fois un sujet dans sa dynamique de recherche et dans les impacts que cela a dans la pratique professionnelle et dans la formation. Et donc, Nicolas, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez introduire ce webinaire. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Déjà, un grand merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici pour vous présenter un certain nombre de travaux en cours. Donc, toutes mes excuses, hein, je suis le premier responsable pour le décalage, mais j'enseignais hier justement sur la bioéconomie aux étudiants de Neoma, où je suis donc effectivement professeur associé d'économie, où je dirige la chaire bioéconomie et développement soutenable qui existe depuis 2012. Et je suis également chercheur associé au LISIS, qui est un laboratoire partagé entre l'Université Gustave Eiffel, le CNRS et l'INRAE. Donc ma présentation s'intitule Bioéconomie et agriculture, des relations complexes. Alors, si on s'intéresse à la question des émissions de gaz à effet de serre, l'agriculture, comme vous pouvez le voir sur cette représentation, est le deuxième secteur émettrice de gaz à effet de serre. Et donc, il y a cet enjeu-là qui porte aujourd'hui très fort sur l'agriculture. Si on regarde l'agriculture du point de vue de la bioéconomie, bien souvent, l'agriculture est présentée comme une des sources principales de matières premières pour la bioéconomie. Et je pense que le fait d'attaquer un séminaire comme ça, une série de webinaires à Grenium sur la question de la bioéconomie, en est bien témoin. Simplement, si on regarde la littérature, en fait, l'agriculture, dans le discours, est traitée uniquement comme un secteur producteur de biomasse, et la question de son articulation avec l'organisation de la bioéconomie n'est jamais posée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours traité sous l'angle de notamment la disponibilité en biomasse, c'est les exercices que l'ADEME avait fait, etc. C'est-à-dire on va compter la biomasse en supposant que simplement identifier la quantité de biomasse disponible permettra de répondre à la question. Or, et ce n'est pas à Agrinium que je vais l'apprendre, l'agriculture est un secteur avec une longue tradition, avec des organisations très structurantes, etc., qui peuvent changer, qui peuvent porter le changement, ce sera un des points de conclusion, mais qui sont aussi très lentes à changer. Par ailleurs, l'agriculture a toujours eu et a toujours des productions alimentaires et non alimentaires. Donc là, compte tenu du format du webinaire, je vais plutôt partager un certain nombre de réflexions issues des travaux qu'on mène. Et donc, ce qui ressort de ce constat, et c'est le résultat du projet AgriBioEst que j'ai mené, financé par la région Grand Est, et trois grandes hypothèses sur la question de l'articulation entre alimentaire et non alimentaire, avec cette contrainte de soutenabilité sur la bioéconomie. Je pense qu'il y a trois grandes hypothèses qui permettent de dépasser une compréhension un peu simpliste du débat concurrence alimentaire-non alimentaire. Premièrement, si on fait un petit peu d'histoire, en réalité, la première hypothèse, c'est que aujourd'hui, la spécialisation alimentaire de l'agriculture n'est qu'une parenthèse historique. Premièrement, on peut penser au cas de la chémurgie entre fin des années 20 jusqu'à 1900, fin des années 70. Donc ce mouvement de la chémurgie qui est né aux États-Unis, qui portait déjà les mêmes promesses que la bioéconomie. Par ailleurs, il y a 10 000 ans, quand l'agriculture s'est développée, ça a aussi permis de développer, de participer à l'émergence de l'industrie textile, etc. Et plus récemment, pour
les amateurs de littérature de voyage parmi vous, si vous avez lu les carnets de voyage de Moitessier, il rappelle comment il était fasciné par quelques bouts en nylon, quelques cordes en nylon qu'il avait sur son bateau, mais surtout parce qu'il avait surtout des cordages en chanvre. Donc, les valorisations non alimentaires n'ont pas complètement disparu et ont toujours existé. La deuxième hypothèse, c'est que la transition écologique ouvre une nouvelle phase du capitalisme. On le voit, puisque aujourd'hui, les débats que l'on a sur le développement économique sont des débats sur la question des énergies, sur la question de la croissance, sur la question de dépasser ou non la croissance, et la question du mode de développement. Donc c'est bien qu'on est on rentre dans une nouvelle ère, et l'agriculture rentre dans cette nouvelle ère avec, à mon avis, 3 grandes demandes qui sont adressées à l'agriculture. La première, c'est celle d'une demande pour des modes de culture durable, c'est-à-dire qu'il y a une contestation très forte du mode de production agricole, à la fois pour ses effets sur le changement climatique, c'est pour ça que j'ai commencé, sur la question de la durabilité des sols et sur la question de la qualité des produits. Deuxièmement, donc il y a cette demande pour des produits alimentaires de qualité, c'est-à-dire que il y a une demande de plus en plus forte et ce qu'on commence à voir aussi, c'est un sentiment d'inégalité face à l'incapacité d'une certaine partie de la population de ne pas pouvoir avoir accès à des produits alimentaires de qualité. Et dans le même temps, on a une demande pour des produits alimentaires, ce qui conduit un certain nombre d'agriculteurs avec lesquels que j'ai pu interviewer de dire nous on aimerait bien, mais on ne sait pas comment faire, c'est très compliqué. En plus, on a la concurrence internationale, en plus, on doit exporter, etc. Et la troisième hypothèse, c'est de dire que la question de l'équilibre alimentaire et non alimentaire, à mon avis, ne se trouve pas uniquement dans le non alimentaire, et je vais essayer de vous montrer pourquoi juste après. Alors, pour répondre quand même, je vais me répondre à moi-même par rapport au premier point, qui était de comprendre la forme de l'agriculture non alimentaire d'aujourd'hui. Dans le cadre du projet GreenBioEst et du projet PSDR4 Bioca, mené notamment avec l'URCA, avec des collègues, on est allé regarder ce que pratiquaient les agriculteurs qui font de l'agriculture non alimentaire. On est allé les interviewer, donc on a un peu interviewé les coopératives agricoles, on est surtout allé voir les agriculteurs. Et on a vu qu'il y avait 4 grandes formes d'agriculture non alimentaire. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais on pourra en discuter plus tard si vous le souhaitez. Il y a une première pratique agricole qui vise essentiellement à ce qu'on appelait de la biomassiculture, c'est-à-dire produire de la biomasse. On produit du carbone renouvelable et ensuite charge à la bioraffinerie, notamment par exemple la bioraffinerie de Bazin-Courcomacle, de produire des valorisations non alimentaires, donc notamment de l'éthanol. On a des stratégies de production d'énergie verte, donc d'énergie-culture, c'est-à-dire qu'on a cette tentation très forte en France d'importer le modèle notamment qu'il y a eu dans le Jura Souabe, c'est-à-dire de généralisation très forte de la méthanisation et du basculement vers une agriculture méthanisatrice. On a une troisième agriculture non alimentaire, je parle toujours d'agriculture non alimentaire ici, qui vise la production de biomasse à fonctionnalité à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire que là, en fait, la biomasse n'est pas considérée sous l'angle de son contenu en carbone et de la capacité, la capacité des processus industriels à atteindre facilement du carbone, notamment du carbone fermenté cible. Mais là, on va viser, par exemple, dans le cas du chanvre, par exemple, je pense au chanvre, j'ai un champ de chanvre industriel en bas de ma commune. On va viser des applications parce que le chanvre va être léger, plus résistant, etc. Donc là, on va viser plutôt ces fonctionnalités à forte valeur ajoutée, mais ça peut être le cas, par exemple, pour d'autres biomasses, par exemple sur le raisin, sur la betterave, etc. Et enfin, on a une quatrième forme d'agriculture qui va être, qu'on a appelée une écoloculture, qu'on a qualifiée de bioéconomie systémique. C'est-à-dire que là, en fait, la question qui va être mise en jeu, au-delà de la seule question du choix de la production agricole, ça va être la question de l'articulation de la production agricole avec son environnement. Et donc, on a des cas hyper intéressants d'agriculteurs qui nous ont expliqué comment, certes, ils font de l'agriculture non alimentaire, etc., mais ils ont sacrifié une partie de leur terre pour créer des couloirs de biodiversité à l'échelle de leur exploitation, etc. Donc là, on a tous ces mouvements. Donc ça, c'est à peu près ce à quoi ressemble l'agriculture non alimentaire d'aujourd'hui. Alors, on va arriver à l'exploration de l'hypothèse, et si la réponse était ailleurs. Aujourd'hui, une bonne partie du débat sur la concurrence alimentaire non alimentaire, en réalité, se cristallise sur 2 points. Sur la question du maïs et sur la question du blé, notamment suite aux émeutes de la faim, quand il y a eu une très forte augmentation suite à aussi au très fort développement des biocarburants. Si on regarde l'utilisation
la production de céréales, notamment de la monoculture agro-industrielle céréalière dans le monde, moins de 50% de la production est utilisée pour l'alimentation humaine. On a à peu près 40% qui est destiné à l'alimentation animale et 10 à 15% pour les usages industriels et la plupart du temps pour les biocarburants. Ce qui fait qu'on a un food régime, enfin un régime alimentaire, à la fois une organisation de la production alimentaire, mais aussi l'organisation de nos repas, très fortement émetteur de gaz à effet de serre, puisque pour 1 kilo, on voit, vous pouvez voir hein, là, les émissions de gaz à effet de serre et les énormes différences d'émissions de gaz à effet de serre entre 1 kilo de bœuf et 1 kilo de noix, par exemple. Vous voyez qu'on passe de 430... voilà, vous voyez la différence. Et par ailleurs, en terre, donc on a premièrement une agriculture et un mode de consommation alimentaire très fortement polluant, qui est en plus très consommateur de terre, puisque pour produire 1000 calories de bœuf, on est sur à peu près 119 mètres carrés, alors que pour du riz, on est à 0,76 mètres carrés. On a donc un régime alimentaire, un food régime, très consommateur, à la fois, enfin très émetteur de gaz à effet de serre, très polluant, on voit la situation en Bretagne par exemple, qui conduit à la production de produits à très faible valeur ajoutée, avec donc une très faible rémunération de manière générale pour les agriculteurs, qui nécessite des subventions massives, avec une très forte consommation de terre. Et donc, ce qui veut dire que probablement que la question de la disponibilité en biomasse se trouve non pas uniquement dans la question, alors se trouve en partie dans la question de ce vers quoi on dirige la production de biomasse à forte valeur ajoutée. Donc peut-être que les biocarburants ne sont pas nécessairement la meilleure solution dans ce cadre-là, et qu'il faut plutôt viser des productions à très forte valeur ajoutée, et que d'un autre côté, la production alimentaire et les régimes alimentaires prennent une portion végétale très largement supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, puisque vous voyez ici vous voyez ici les différences de ce qu'on peut voir, les différences sur l'usage des terres si on passait vers une alimentation très largement végétalisée. Alors pour conclure, ce qui est en jeu ici, s'il s'agit vraiment d'atteindre les promesses de la bioéconomie, qui à mon avis sont des promesses enthousiasmantes, c'est-à-dire sortir de l'ère des fossiles pour aller vers une économie post-fossile, c'est-à-dire une économie débarrassée de l'utilisation des ressources fossiles et inscrite dans les limites planétaires. L'inscription dans les limites planétaires est la seule solution, la seule condition de survie de l'espèce humaine sur Terre. Ce qui va poser, en fait, à mon avis, beaucoup de questions. Premièrement, sur comment est-ce qu'on peut transformer la consommation alimentaire, ce qui pose aussi des questions sur le verrouillage sociotechnique des productions agricoles des productions agricoles qui existent. Là, je vous renvoie par exemple vers l'article que j'ai publié récemment dans The Conversation sur le cas de la betterave, où on voit que notamment les producteurs betteraviers sont verrouillés sur cette trajectoire de production industrielle de betterave qui les conduit à viser plutôt des économies d'échelle pour essayer de s'insérer sur des marchés internationaux, alors qu'ils subissent aussi les effets du changement climatique sous l'effet de la jaunisse de la betterave. Voilà, donc c'est mes réflexions. Donc je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. Et voilà, donc ici vous pouvez voir les soutiens, les financeurs de la chaire. Donc la Caisse d'épargne Grand Est Europe, la communauté urbaine du Grand Reims, la Fondation Paris-Reims, la CCI Marne-en-Champagne, la région Grand Est et le programme Interreg. Et la chaire est membre du CEBB. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Merci de partager ton écran pour laisser la place à celui d'Hélène. Peut-être, Nicolas, tu pourras mettre dans le fil de discussion le lien vers la référence bibliographique dont tu as parlé ou le lien vers la chaire pour les participants. Hélène, tu remets ton son et tu as la parole. Oui, merci beaucoup également pour l'invitation. Donc, moi, je suis Hélène Prodhomme. Donc, comme le disait Philippe, je suis responsable de l'axe développer la bioéconomie pour l'association AgroTransfert. Donc, rapidement, AgroTransfert, on est une association où on travaille en partenariat avec des acteurs de la région Hauts-de-France à intégrer et à implanter des innovations qui répondent aux enjeux du monde agricole dans les exploitations de la région. Donc, dans ce cadre-là, j'anime l'axe développer la bioéconomie sur les territoires, puisqu'on a constaté sur le terrain que ça ne veut pas changer.
si, c'est bon, qu'on a un gros espoir de développement de la bioéconomie sur le territoire des Hauts-de-France du fait de notre historique industriel, mais également de notre potentiel de production de la région, mais qu'en parallèle de ces espoirs autour de la bioéconomie, on a des projets qui patinent, qui peinent à trouver un débouché, qui sont bloqués par des acteurs entre acteurs sur le territoire ou qui avancent lentement par manque de connaissances techniques, notamment sur la partie production de biomasse. Et c'est dans ce cadre-là que l'on a porté un projet réunissant différents acteurs de l'écosystème agricole de la région et des acteurs du développement de filières de bioéconomie sur les territoires, et notamment des filières non alimentaires, mais le constat peut être fait également sur les filières alimentaires, pour pouvoir lever justement ces freins au développement des filières et savoir comment on pouvait faciliter la réussite de ces projets, au moins sur la partie agricole et territoriale, qui est le cœur de notre métier, pour développer ces projets sur les territoires en s'assurant notamment de la durabilité de ces projets dans le cadre du développement territorial. Et la vision que l'on a à la sortie de ce projet, par l'accompagnement des différents projets que l'on a pu faire, c'est que la réussite d'une filière et la mise en place de cette filière sur le territoire pour un temps long, elle passe à la fois par la dimension technique, mais également par la dimension humaine et territoriale du projet. Et c'est ces deux éléments que l'on a voulu porter à connaissance et synthétiser à travers la démarche Filabium que l'on a développée. Donc cette démarche, comme je vous le disais, elle repose sur deux piliers, la mise en place de la filière concrète d'approvisionnement en s'assurant de sa durabilité et l'ancrage de la filière au niveau des territoires. Donc, c'est vraiment ces deux axes de travail qui, pour nous, sont le cœur pour le développement des filières sur le territoire, et elles vont s'appuyer, ces deux axes, sur différentes grandes actions à mener. Sur la partie approvisionnement, c'est toute cette réflexion de comment on produit de la biomasse sur le territoire, avec quel équilibre par rapport à la production qui sont déjà présentes, et comment on articule cette production, comment on l'organise et on mobilise cette biomasse sur les territoires avec les agriculteurs, comment on contractualise et on la met en place avec les acteurs. Mais la relation de mise en place des filières, elle ne se fait pas qu'entre la partie production et la partie transformation. Elle a également toute une aura pour s'intégrer et s'ancrer sur les territoires, de bien connaître le territoire, les acteurs qui la composent, de pouvoir aller les rencontrer, discuter avec eux pour s'assurer justement de la durabilité et cette connaissance et ces interconnexions qu'il peut y avoir avec les autres acteurs qui sont présents sur le territoire. Donc, pour ces différentes approches, on a notamment mis en place des guides, des posters, des fiches, des recommandations vidéo qui permettent d'accompagner le développement de la bioéconomie sur les territoires. Pour le cadre de cette présentation, je vais me focaliser surtout sur la partie comment on construit une filière durable d'approvisionnement en biomasse agricole, c'est-à-dire comment on construit la relation entre le porteur de projet et les agriculteurs sur le territoire. Pour ça, je vais m'appuyer, l'idée c'est vraiment de savoir comment on sécurise dans le temps cet approvisionnement, en sachant qu'il est important d'avoir une relation de confiance entre l'agriculteur et le porteur de projet. Ça passe notamment par des coopérations, construire ces coopérations entre ces deux acteurs qui doivent apprendre à s'écouter, à se comprendre et à comprendre les attentes et les enjeux des uns et des autres. Si on prend l'exemple d'un projet de méthanisation, désolée, ça va être ma filière d'exemple pour cette présentation, on sait que un porteur de projet, quand il va arriver sur un territoire et qu'il va rechercher de la biomasse, la question qu'il va poser aux agriculteurs, c'est: est-ce que tu peux produire de la biomasse pour moi? Mais qu'est-ce que ça veut dire produire de la biomasse pour un agriculteur pour aller vers de la méthanisation? Ça peut être par exemple: est-ce que tu peux me fournir de la biomasse avec des doubles cultures sur ton exploitation? Alors peut-être juste très rapidement, une double culture, ça va vraiment être une culture, deux cultures en un an qu'on va introduire entre deux cultures principales. Dans notre exemple, c'est entre le colza et le blé, on va pouvoir produire un triticale pois suivi d'un sorgho qui vont être valorisés qui peuvent être valorisés dans la méthanisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire du coup dans la tête de l'agriculteur? Aujourd'hui, il ne produit pas ces doubles cultures, donc comment il va modifier sa rotation pour pouvoir en produire demain? Donc quelle culture il doit substituer? Comment ça va impacter la culture suivante, son revenu, son organisation? Mais également,
comment ça va impacter la fertilité de son sol, parce que la fertilité du sol, c'est aussi un gage de pérennité de son exploitation, parce qu'il a besoin d'avoir cette fertilité du sol pour produire ses cultures, mais aussi pour produire les autres cultures qui sont intégrées dans des filières, notamment de valorisation alimentaire. Donc, cette question de savoir quel impact ça va avoir sur la fertilité de son sol, eh ben, aujourd'hui, on va la traiter à travers une évaluation qui permet d'apporter des éléments objectifs pour discuter sereinement du projet et de sa faisabilité, et de pouvoir connaître en connaissance de cause, de pouvoir mesurer en connaissance de cause quels sont les impacts de l'arrivée de ces nouvelles cultures sur l'exploitation. Donc, si on reprend l'exemple précédent, la question, c'est est-ce que le fait de remplacer un escourgeon par une double culture ne risque pas d'augmenter le déstockage de carbone des sols sur l'exploitation? Pour cela, on va s'aider d'outils, donc notamment dans le bilan hydrique qui permet de faire en fait la synthèse des entrées et des sorties de carbone tout au long du cycle cultural et de la rotation des cultures sur l'exploitation, pour pouvoir calculer quel est le résultat, le solde de ces entrées-sorties, et voir est-ce qu'on augmente ou au contraire on diminue le stock de carbone des sols. Donc pour cela, très rapidement, on va faire l'inventaire de qu'est-ce que j'exporte et qu'est-ce que je restitue à mon sol, entre la situation initiale et la situation bioéconomique, pour regarder un peu comment évolue le stock de carbone. Et on a de prime abord l'impression qu'on va restituer moins de biomasse dans la situation bioéconomique, mais l'idée c'est de regarder effectivement ce qu'il en est. Dans le cadre de notre exemple sur ce type de sol avec cette rotation, donc là en utilisant notre outil Symeos AMG, on se rend compte que, alors vous voyez peut-être pas, ici, on se rend compte que là on a les sorties de carbone qui sont ici, et en vert on a les barres qui représentent les entrées de carbone. Donc on se rend compte que les entrées de carbone sont bien supérieures aux sorties de carbone, ce qui permet de dire, en fait, dans la situation actuelle et avec le projet de bioéconomie, on ne détériore pas le stockage du carbone, voire on augmente dans les années à venir, que ce soit dans la situation de référence ou la situation témoin. Ce qui est important de retenir ici, c'est que si on avait un sol différent avec une rotation différente, on aurait des résultats différents, et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de pouvoir réaliser ces évaluations au cas par cas. Donc là, je vous ai donné l'exemple précis sur le stockage de carbone, mais ces évaluations, en fait, on peut les faire sur un ensemble d'indicateurs. Donc là, je vous ai remis une présentation où on a comparé 3 systèmes de production plus ou moins importante de biomasse, avec une évaluation réalisée sur tout un ensemble d'indicateurs. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les 3 systèmes ne sont pas équivalents en termes de performance environnementale, mais on n'en distingue pas un plus vertueux que l'autre. C'est vraiment une histoire de compromis à faire entre quelles sont les performances environnementales qui sont attendues par rapport à la question que l'on se pose pour la partie valorisation des biomasses dans un projet de bioéconomie. Là, on peut faire cet exercice pour un agriculteur, mais quand un acteur arrive sur un territoire, la question, il n'y a pas un seul agriculteur qui va fournir de la biomasse pour les projets de bioéconomie, c'est tout un ensemble d'agriculteurs. Donc cette évaluation, il est important aussi de la réaliser à différentes échelles pour avoir une vision globale de qu'est-ce qui se passe réellement sur le territoire, et de pouvoir également répondre aux questions qui peuvent venir aussi d'autres acteurs. Comme je vous le disais, c'est important d'avoir cette relation de confiance entre le porteur de projet et les agriculteurs, mais également avec les autres acteurs qui sont présents sur le territoire, et notamment les citoyens ou les collectivités qui peuvent se poser la question, est-ce que modifier ce méthaniseur qui va arriver dans mon environnement, il ne va pas modifier, impacter négativement la partie environnementale de mon territoire. Donc, on a aussi pu regarder ces questions-là dans le cadre d'un autre projet d'arrivée de méthanisation sur le territoire, où on a réalisé une analyse de cycle de vie en partant d'un territoire sans méthaniseur et en introduisant sur ce territoire un méthaniseur
qui valorisent ou non des doubles cultures et de pouvoir regarder quels étaient les impacts à travers l'analyse de cycle de vie. Je ne vous représenterai peut-être pas la méthode complète, mais enfin, voilà, l'idée c'est de faire également, comme pour le carbone, regarder ce qui rentre et ce qui sort du système en termes de valorisation, d'émissions de gaz à effet de serre. Et de tout un autre type d'indicateur qui permet en fait de donner une évaluation sur les impacts environnementaux de ces projets. Donc ici, sur la ligne rouge, on a la référence du territoire sans méthaniseur et on va pouvoir comparer quel est l'impact de l'arrivée du méthaniseur avec ou non valorisation de double culture sur le territoire. Ce qui est important de regarder, c'est qu'on voit effectivement l'arrivée du méthaniseur permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, mais on a quand même des déplacements de pollution, notamment avec des émissions d'ammoniac qui sont plus importantes, une acidification également du milieu. Donc, c'est toujours la même idée, c'est que derrière l'analyse, l'objectif, ce n'est pas de se focaliser sur l'analyse multicritère que l'on peut réaliser des projets de bioéconomie permet de voir quels sont les impacts recherchés, en tout cas l'impact des projets de bioéconomie qui arrivent sur les territoires, mais cette analyse multicritère, elle permet aussi de voir les impacts sur lesquels on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait des déplacements d'impact et de se rendre compte des compromis qu'il y a à faire pour le développement de ces projets sur les territoires. Donc, l'évaluation, pour nous, c'est vraiment un outil qui permet de construire des projets dont on connaît les impacts, dont on connaît les tenants et les aboutissants pour pouvoir discuter avec les acteurs qui sont présents sur les territoires et pouvoir construire des filières qui soient durables et pérennes dans le temps. C'est notamment, je vous présente un retour d'expérience rapide d'un des porteurs de projet qu'on a pu accompagner, qui nous a dit, entre autres, que l'évaluation de la durabilité du projet, cette évaluation globale de l'arrivée du méthaniseur avec les doubles cultures, avait permis d'apporter des réponses aux agriculteurs sur la fertilité de leur sol, mais aussi de pouvoir réfléchir à construire un projet avec eux et avec les autres acteurs du territoire qui soit acceptable pour le territoire. Cette relation de confiance entre les acteurs, l'acteur porteur de projet et les agriculteurs, comme je vous le disais en démarrage du projet, elle est vraiment primordiale pour la réussite des projets de bioéconomie. On a notamment pu réaliser différents guides qui mettent en évidence que le porteur de projet, il a vraiment une importance dans la réalisation des projets qui arrivent sur le territoire. Il permet d'apporter un gage de confiance aux acteurs qui sont présents tout au long de la filière. On a pu notamment, je vous présente rapidement des différents guides qui permettent de savoir comment on peut discuter avec les agriculteurs, comment on fédère les agriculteurs autour des projets, comment on peut accompagner les porteurs de projets. Mais cette relation de confiance, elle doit aussi s'établir avec les autres acteurs du territoire. L'idée, c'est aussi de savoir comment on peut rentrer en contact avec les autres acteurs, quelle concurrence ou complémentarité on peut mettre en place avec les autres acteurs qui sont présents sur le territoire pour justement s'assurer de ne pas venir en concurrence d'un acteur qui serait déjà présent sur le territoire et qui permet et pas déstabiliser la dynamique qui est déjà présente sur le territoire. Je m'arrêterai là peut-être pour la présentation de la démarche. Je vous remettrai le lien. Donc on a un site dédié sur notre site internet qui permet de prendre en compte quels sont les différents aspects de cette démarche et de pouvoir voir comment on peut accompagner notamment sur cette question d'évaluation des projets de bioéconomie. Merci beaucoup Hélène, c'est vrai que c'était une gageure de présenter en 10 minutes l'ensemble de votre expérience. Donc je vais maintenant donner tout de suite la parole à Stéphanie pour qu'on ait le temps d'échange. Et je redis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, il y a quelques questions qui arrivent. Merci Philippe pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc moi je suis effectivement enseignante-chercheuse à AgroParisTech. J'anime une équipe de recherche à l'Institut Jean-Pierre Bourgoin, qui est une unité mixte de recherche INRAE, AgroParisTech, Université Paris-Saclay. Je vais vous montrer des exemples de formations ingénieurs et master qui prennent en compte cette problématique. La problématique donc, du webinaire, la bioéconomie favorise-t-elle la durabilité des filières alimentaires?
Il s'agit de formations que je coordonne donc, avec toute une équipe pédagogique. Alors, pour comprendre l'origine vous voyez la diapositive suivante ou pas? Non. Mets un clic avec ta souris sur la diapo et après tu refais avancer. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah, décidément. Voilà. Donc, pour comprendre l'origine de ces formations, juste souligner le fait qu'AgroParisTech offre un terrain assez propice à la construction pédagogique dans le domaine de la bioéconomie pour différentes raisons. En première année, les étudiants reçoivent un tronc commun en sciences du vivant et de l'ingénieur et commencent à être sensibilisés aux enjeux et défis associés au carbone renouvelable. En deuxième année, ils ont le choix entre 4 domaines que vous voyez énoncés ici, et chacun de ces domaines est en lien avec des problématiques environnementales. En troisième année, les étudiants se spécialisent et approfondissent une thématique, un métier, à travers soit une dominante d'approfondissement AgroParisTech, un master, où ils peuvent aussi suivre une formation à l'extérieur dans le cadre d'un double diplôme. Donc, ce cadre pour des formations pédagogiques à AgroParisTech permet la construction d'itinéraires à façon et puis aussi offre la possibilité de parcours fléchés. Alors, un autre point important par rapport à la bioéconomie, c'est que l'enseignement est adossé à la recherche avec un très fort lien avec les entreprises et les étudiants ont la possibilité de suivre un cursus par l'apprentissage ou par l'entrepreneuriat. Alors, le parcours ingénieur bioraffinerie chimie verte que j'ai construit avec une équipe pédagogique, il a pour objectif de satisfaire la demande alimentaire et les besoins en produits biosourcés sûrs, de relever les défis techniques et environnementaux associés à la mise en place de nouvelles filières de valorisation de la biomasse, combiner des outils biologiques et chimiques, développer des biomatériaux, ingrédients fonctionnels et syntons dans un contexte de chimie verte, et favoriser l'émergence de filières liées au territoire. Donc, on a là un point qui fait écho à la présentation précédente. Ce parcours, il est construit sur la deuxième et la troisième année du cursus ingénieur. En deuxième année, il comprend le socle commun du domaine 2. Alors, ce domaine 2, c'est le domaine ingénierie des aliments, biomolécules et énergie. Donc, vous voyez qu'au sein de ce socle commun, on aborde aussi bien des questions alimentaires que non alimentaires, pas de dichotomie entre ces deux secteurs en ce qui concerne l'enseignement, complété par des UC dites à choix qui vont être fléchés. Donc, vous voyez en bleu ciel, biomolécules et syntons, agro-ressources, biomatériaux, biopolymères, matériaux biosourcés, bioénergie et lignocellulose, fermentation, distillation des boissons biocarburants. Donc, ce sont des UC qui sont spécifiques du parcours. Les étudiants complètent ce socle et ces UC à choix par leur projet et un stage de deuxième année qui sont en lien avec la thématique bioraffinerie chimie verte. Lors de leur troisième année, les étudiants se spécialisent soit en biotechnologie, en génie des procédés et production, conception et développement de produits, voire en chimie, par l'intermédiaire de double diplôme avec Chimie ParisTech et le SPCI. Donc, ce parcours génère une diversité de profils d'étudiants qui sont adaptés aux métiers ciblés. Je voudrais souligner le fait que ce parcours est vraiment construit à l'interface entre les secteurs alimentaires et non alimentaires et il confère aux étudiants une adaptabilité à différents contextes socio-économiques et également, ils leur permettent de contribuer à la durabilité des filières alimentaires, alors par différents moyens. On les forme à la valorisation de coproduits, au développement de systèmes intégrés de bioraffinerie, et puis aussi à la conception d'ingrédients biosourcés et sûrs, respectueux des principes de la chimie verte. Donc, différentes façons, différents moyens de contribuer à la durabilité des filières alimentaires. En ce qui concerne les métiers, eh bien une analyse a été effectuée par le comité d'analyse prospective chimie verte piloté par AgroParisTech, analyse des métiers et des besoins de compétences associés.
Et cela a fait l'objet d'une synthèse qui est accessible en ligne. Vous voyez le lien sur cette diapositive. Donc, parmi les besoins qui ont été identifiés, des besoins en ingénieurs chimistes formés au principe de la chimie verte et au biosourcé, des besoins en ingénieurs fermentation avec une adaptabilité des diplômés pour pouvoir mettre en œuvre des procédés diversifiés, production microbienne de biomolécules, méthanisation, exploitation de microalgues. Besoin d'une capacité à concevoir et mettre en œuvre des procédés de transformation des ressources cellulosiques pour le développement de bioraffineries de génération. Et là, on a un lien direct avec les filières alimentaires, puisque la plupart des coproduits déchets des filières alimentaires sont constitués de ces lignocelluloses, dont on a tout intérêt à générer de nouvelles voies de valorisation. Également, connaissance de la réglementation des marchés spécifiques du biosourcé en lien avec les politiques publiques, et puis d'autres compétences requises, plus transversales, moins spécifiques, qui sont mentionnées en bas de la diapositive. Alors, au-delà de ces besoins, la nécessité de formation à l'échelle internationale a été soulignée par ce comité d'analyse prospective Chimie verte, ce qui nous a conduit à construire un programme de master Erasmus Mundus en 2 ans dans le domaine de la bioéconomie. Parce que la bioéconomie, effectivement, on parle de territoire, mais la bioéconomie, ses enjeux, ses défis sont au niveau mondial. Donc, ce programme BioSeb pour Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy, il est basé sur une approche systémique permettant aux futurs diplômés de s'adapter au contexte et aux demandes socio-économiques locales, mais tout en intégrant des enjeux mondiaux. Donc, cette approche systémique, elle repose sur la multidisciplinarité, mais aussi sur le multi-échelle, une vision globale et l'intersectorialité. Donc, capacité pour les étudiants à mettre en relation différents secteurs, alimentaires, non alimentaires, chimie, matériaux, insectes et autres. Et donc, voilà, pour leur conférer cette capacité à concevoir des systèmes durables de transformation de la biomasse. Alors, ce programme, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous mettrai le lien vers notre site Internet. Il aborde au cours de ces 2 ans les différents aspects de la bioéconomie à travers des parcours de formation qui sont ajustables. Le programme a été construit par 5 universités européennes qui constituent donc un consortium, le consortium BioSeb, avec différents parcours de mobilité. Lors du premier semestre, les étudiants reçoivent une formation commune en agrosciences et bioraffinerie, donc délivrée par l'université Reims-Champagne-Ardennes. En semestre 2, ils partent soit à l'Université technologique de Tallinn pour se spécialiser dans les bioproduits et la chimie durable, ou à AgroParisTech pour suivre une formation agro-ressources et évaluation de chaînes de valeur. Lors de leur 2e année, ils se spécialisent soit à AgroParisTech en ingénierie de la biomasse, donc plutôt les biotechnologies, à l'Université de Liège autour des bioprocédés et du changement d'échelle, ou à l'Université de Aalto, en Finlande, pour une spécialisation matériaux et biopolymères. Et puis, s'ensuit un stage qu'ils font à l'échelle internationale, soit dans des entreprises privées, soit dans des laboratoires publics. Une particularité du programme, une innovation pédagogique, c'est ce qu'on appelle le Green Line Project. Donc, c'est une pédagogie par projet sur des problématiques de recherche et d'innovation qui est conduite par groupe de 3-4 étudiants, multisites sur 3 semestres. Donc, ils acquièrent progressivement des compétences et une expertise scientifique en management de projet, mais aussi sur une problématique scientifique. Ils évoluent dans un environnement interculturel et ils sont formés à la recherche collaborative internationale. Donc, par rapport à la question qui nous intéresse,
eh bien, on a là la possibilité de faire travailler les étudiants sur des questions environnementales comme le recyclage de déchets, la réduction des émissions de CO2, la préservation des ressources, la conception de procédés et produits durables. Et une problématique centrale dans ces projets, mais pas exclusive, c'est la valorisation de résidus lignocellulosiques agroalimentaires, qui sont par exemple des pailles, pailles de blé ou des drèches de brasserie. Voilà, avec des groupes qui se sont focalisés sur la production d'hydrogène, production d'antioxydants et de polymères, voire production de composés d'arômes par voie biotechnologique. Donc, on voit là à travers ces projets d'étudiants la combinaison et la prise en compte des filières alimentaires, non alimentaires pour s'attaquer à ces questions environnementales. Donc, Biocep, c'est un réseau de 21 partenaires associés. Donc vous voyez ici l'étendue à l'échelle internationale, des universités, des entreprises, des pôles de compétitivité, hein, notamment le pôle Bioeconomy for Change, pour ne citer que lui. Alors, ce sont deux exemples voilà, pris dans mon expérience personnelle d'enseignant-chercheur, mais de plus en plus, voilà, ces exemples sont révélateurs d'une évolution des formations et de la prise en compte de cette question de durabilité des filières. Donc, ce type de formation contribue au transfert entre recherche académique et innovation industrielle. On voit une dimension internationale croissante qui est favorable au transfert entre territoires et systèmes bioéconomiques. Ce sont des formations qui forment des managers capables d'intégrer toutes les étapes d'une chaîne de valeur et son environnement socio-économique pour concevoir et optimiser des procédés ou des produits. Et ce qui est important, un message qui me paraît nécessaire à soulever, c'est la nécessité de conserver une diversité de formations et de profils pour couvrir la diversité des métiers et des approches associées à la bioéconomie. Juste pour finir, voilà, un ouvrage Chimie verte et industrie agroalimentaire qui est paru récemment et qui a fait l'objet d'un travail donc collaboratif entre des enseignants-chercheurs, des industriels, des chercheurs pour aborder différents aspects de cette relation entre bioéconomie et filières alimentaires et dont Nicolas Béfort est d'ailleurs auteur d'un ouvrage. Je vous remercie et je suis ouverte bien sûr pour les discussions. Merci beaucoup Stéphanie, merci. On va tout de suite passer aux questions puisque le temps, il nous reste 15 minutes. Peut-être d'abord pour une question pour Nicolas, donc d'Emmanuel qui dit que pensez-vous du rôle croissant de l'agriculture comme solution pour capter du carbone ou générer des crédits carbone volontaires? Je pense qu'effectivement, je pense qu'il y a deux questions. Il y a la question du rôle de l'agriculture pour capter du carbone. Je ne pense pas que le rôle soit croissant. En fait, l'agriculture a toujours capté du carbone, donc elle va continuer d'en capter. Et ensuite, il y a la question de la rémunération. Donc, les questions de label, à mon avis, c'est toujours un outil, mais globalement, les derniers travaux qui sont sortis sur la question des outils, c'est plutôt à quoi ça. Enfin, en fait, la question à laquelle il faut répondre avant de déterminer les outils, c'est quel est le but de l'agriculture et le type de besoin auquel l'agriculture doit répondre. Et à partir de là, on pourra choisir différents outils. Et par ailleurs, je pense que la question, il faut toujours se méfier avec les labels, puisqu'en fait, les labels servent à labelliser. Mais la question, c'est toujours qu'est-ce que le label va labelliser. Donc, si c'est pour dire, en fait, on peut maintenir une agriculture dont on sait qu'elle est polluante parce que elle permet de capter du carbone. Non, en fait, il y a d'autres façons de capter du carbone qui sont autre chose. Et par ailleurs, sur la question de la capture du carbone, j'ai fait mon postdoc sur les technologies de captage de CO2. Donc, je suis toujours assez sceptique. C'est-à-dire que, et par ailleurs, à mon avis, ça serait un gros retour en arrière, puisque une des origines de la bioéconomie, c'est quand même la chimie verte, qui est née notamment à partir en 1990 avec le Pollution Prevention Act aux États-Unis, qui justement proposait de sortir de la logique end of pipe où on capte le carbone et d'aller vers une logique de prévention des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, je pense que de manière générale, la question du captage de carbone doit venir comme solution pour les émissions de gaz à effet de serre dont on ne pourra pas se passer, par exemple pour produire les panneaux solaires ou les éoliennes dont on a besoin pour produire de l'énergie renouvelable. Hélène, Stéphanie, hein, vous pouvez aussi donner vos éléments de réponse.
Non, pas spécialement. Ouais. Je suis d'accord avec Nicolas sur le fait qu'effectivement l'agriculture, c'est pas nouveau qu'elle capte du carbone et elle va continuer à capter du carbone puisque elle en a besoin aussi elle, de toute façon pour produire, parce que si on déstocke du carbone des sols, on déstocke du pouvoir fertilisant et du coup du potentiel de production par ailleurs. Et après, la question de la rémunération, effectivement, elle se pose, elle peut être un plus pour les agriculteurs, mais il ne faut pas que ça en fasse une fin en soi, en fait. Voilà, je pense que... Et d'ailleurs, aussi sur la question de la rémunération, le danger que je vois, c'est aussi de dire on ne change pas de modèle agricole qui serait dont on sait qu'il pourrait être plus rémunérateur pour beaucoup d'agriculteurs. Je suis né en Auvergne d'une famille d'agriculteurs, donc j'ai une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. Qu'en fait on dise on vous donne, vous avez un petit peu d'argent en plus parce que vous captez du carbone. Je pense qu'à mon avis ça serait pas une solution pour éviter de changer de modèle agricole. Alors ça c'est un bon lien peut-être avec la deuxième question, une question d'Anne qui dit j'aimerais savoir comment vous voyez les tensions ou une éventuelle voie de conciliation avec le concept TIFA qui a le mérite de sortir des pesticides. Donc TIFA peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, je suis allé voir sur Internet, c'est 10 Years for Agroecology. Et donc, c'est en gros la transition écologique qui permet de sortir des pesticides. Et donc, la question finalement qui est posée, c'est oui, l'augmentation de biomasse, on sait qu'elle est aussi fortement liée à des systèmes de production. Est-ce qu'on aura suffisamment de biomasse si on n'utilise plus d'intrants chimiques? C'est une grosse question. Je pense qu'en fait, la question, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est si on veut restaurer la qualité des sols, l'agriculture étant le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre dans le monde, de toute façon, on n'a pas le choix de transformer les modes de production agricole. Et ce qui fait que de toute façon, la disponibilité en matières premières dans la bioéconomie sera beaucoup plus limitée que dans l'économie fossile, puisque on va très vite voir les limites de ce dont on a besoin, ce qui, à mon avis, suppose, et du coup, peut-être, j'en profite, je vais rebondir du coup sur une des autres questions. Tout en bas, il y a une question sur la question du partage et de la gouvernance, c'est-à-dire qu'en réalité, la question qui est posée, c'est quelles sont les priorités qu'on donne à l'utilisation d'une biomasse à très forte valeur ajoutée, d'une matière première qui a une très forte valeur ajoutée, ce que n'était pas le pétrole en fait. Et ça, c'est une différence majeure entre l'ère fossile et l'ère post-fossile, l'économie post-fossile, c'est que la matière première a une très forte valeur ajoutée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre d'applications qui, à mon avis, sont prioritaires. Par exemple, des plastiques à usage médicaux sont, à mon avis, beaucoup plus importants que des plastiques biodégradables. Utiliser de la biomasse pour faire de la construction, à mon avis, je pense que ça peut être une très bonne idée. Et y compris, la question, à mon avis, la question agricole a été pour l'instant traitée beaucoup trop séparée de la question de la contribution du bois, mais à mon avis, il y a des liens qui devraient être faits entre les deux domaines. Et après, par rapport au modèle TIFA, alors, je ne connais pas... Ou à peu près commencer. Je ne peux pas vraiment rentrer dans le détail des hypothèses. Néanmoins, je pense que c'est très intéressant, ne serait-ce que du point de vue de la méthodologie, puisque l'idée, en fait, c'est de dépasser soit un simple calcul de carbone, soit un simple calcul de disponibilité en biomasse, et ça introduit une pensée systémique. Et comme il s'agit de penser l'organisation de nouveaux systèmes économiques, à mon avis, les outils, en tout cas les indicateurs standards d'économie, pour l'instant, sont assez limités pour réfléchir à ces questions-là. Si je peux me permettre une intervention, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. La tension sur la disponibilité en biomasse, elle existe déjà, elle va être croissante, elle est aussi dépendante des contextes géopolitiques. Donc face à ça, il faut effectivement développer de nouveaux systèmes et je pense mettre beaucoup l'accent sur l'approche d'économie circulaire, se poser la question de la fin de vie des produits, de la valorisation des déchets, des coproduits, du recyclage, qui est indissociable de cette tension qui est une réalité en termes de disponibilité de biomasse.
Si je peux compléter justement sur cette question de la valorisation des coproduits, comment on peut aller vers plus… la valorisation des coproduits, elle passe aussi par une meilleure connaissance des coproduits et ça nécessite aussi une coopération de l'ensemble des acteurs de la filière pour justement bien identifier quels sont les coproduits, où est-ce qu'ils se trouvent, en quelle quantité, quelles sont leurs compositions intrinsèques pour aussi pouvoir développer l'application et leur utilisation à l'avenir dans les différentes filières, quoi. Et ça, Alors, je sais que… ceci étant dit, il faut faire très attention aussi avec cette question des coproduits, puisque en fait, la valorisation des coproduits de la production de carburant liquide, c'est ce qui a permis de stabiliser et de rendre profitable la filière. la production de carburant liquide. Et donc, la question des coproduits, c'est… Et je pense qu'à mon avis, on a un projet là, sur ces questions d'économie circulaire. Avant tout, il y a quand même la question déjà de la prévention des déchets. Il y a des déchets que de toute façon on produira. Donc, ça peut justifier là d'avoir des boucles d'économie circulaire, mais il ne faut pas oublier que dans la législation, y compris la législation européenne, il y a dans la hiérarchie des déchets, ce qui est mis tout en haut de la hiérarchie, c'est la prévention des déchets. Puisque le gros risque, en réalité, et c'est ce qui est un peu en train de se dessiner, c'est qu'on ait une nouvelle industrie, ou en tout cas une part de l'industrie qui arrive à se développer avec en disant, regardez, on utilise des produits recyclés, etc., alors qu'en fait, on maintient la production sur base de ressources naturelles vierges, entre guillemets, et de ressources recyclées. Donc il faut bien aussi faire attention que l'économie circulaire vienne bien en remplacement et non pas en complément de ce qui est en train de se faire. Merci. Peut-être, du coup, je prends la question d'Arnaud qui, à mon avis, n'a pas été complètement répondue par Nicolas, puisqu'on dit comment on peut s'organiser, comment ça peut s'organiser sur les territoires et sur les échelles du territoire, justement, ce partage de l'accès aux ressources. Peut-être Hélène, dans les projets, et puis Nicolas, puisque dans le contexte, vous avez étudié le truc. Est-ce que vous avez des exemples concrets où il y a eu une gouvernance particulière? Alors, des exemples concrets, non, parce que c'est encore difficile à mettre en œuvre concrètement en fait, sur les territoires. Par contre, je sais que dans le Grand Est, notamment, dans le territoire du Rhin Vignoble Grand Ballon, ils ont un projet de poursuivre et pour outiller les gestionnaires du territoire sur comment on organise la gestion des produits résiduaires organiques, comment on peut s'assurer de la bonne répartition de ces produits résiduaires organiques sur le territoire, notamment avec l'outil, la plateforme de modélisation Maëlia qui semble prometteuse pour pouvoir réaliser ces évaluations. Aujourd'hui, c'est encore compliqué de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs. C'est bien pour ça que ce projet, c'est un projet ADEME qui est porté par l'INRAE. Et l'idée de ce projet, c'est de d'essayer de mettre en place cette coordination des biomasses sur le territoire pour voir comment elles se répartissent et assurer la meilleure répartition possible à travers la mise en place d'évaluation du territoire et de l'impact des modifications de gestion des biomasses sur les territoires. Donc, c'est encore quelque chose qui est difficile à faire aujourd'hui parce qu'on a besoin de faire des preuves d'exemple, en fait, de montrer comment ça peut se mettre en place sur les territoires. Donc, il y a des initiatives qui sont en Grand Est. En Hauts-de-France, on est en train de réfléchir à comment on peut aussi accompagner cette réflexion, notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelle l'Observatoire régional de la biomasse et des projets de bioéconomie, où on a fait des analyses de filières pour voir où se situait la biomasse, comment elle était répartie et on va travailler sur la partie quelles sont les compétitions d'usage, les complémentarités qu'on peut observer sur le territoire pour mettre autour de la table l'ensemble des acteurs et les faire discuter sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore une structure bien définie sur ces questions-là, mais on y travaille. C'est le principe de ces webinaires, on est toujours un peu sur des sujets en train de se faire. Nicolas, complément, Stéphanie? Oui, je pense qu'en fait, c'est un gros bazar, y compris parce qu'en fait, ce qui serait très facile, c'est si on avait un indicateur qui permettrait de décider. Or, on n'en a pas. Par exemple, hier, je donnais l'exemple que je donne à mes étudiants, c'est quand vous devez… Parce qu'en fait, c'est un problème classique sur les questions de transition écologique. Quand vous devez arbitrer entre abîmer l'atmosphère d'une ville
par exemple, près de chez vous, ou alors mettre en danger une espèce sauvage à l'autre bout de la planète, comment est-ce que vous décidez? Voilà. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas d'indicateur objectif, entre guillemets, pour décider, ce qui fait qu'en fait, c'est des choix. Et moi, je pense, alors après, c'est ma vision d'économiste, je pense que ce qui devrait rentrer en prix, il y a 2 critères qu'on peut appliquer. Il y a la question de l'utilité sociale des produits, premièrement, et deuxièmement, alors sachant que du coup, l'alimentaire est sera très, très haut dans la priorité qui devra être donnée. Et par ailleurs, il y a la question de la relation du produit au paradigme fossile, c'est-à-dire est-ce qu'on vient juste remplacer, par exemple, on remplace un carburant fossile par un carburant, par des biocarburants, auquel cas on ne touche absolument pas à l'organisation de la production, ou auquel cas est-ce qu'on dit, bah, en fait, peut-être que la question du transport, c'est plus large que la simple question de la motorisation d'une voiture, mais c'est une question beaucoup plus large et que la voiture individuelle n'y répond pas pour des questions écologiques, de sécurité, de confort, etc. Et qu'on peut destiner un certain nombre des terres agricoles à autre chose et aller plutôt vers des productions qui auront une plus forte valeur ajoutée et une plus forte utilité sociale. Je pense qu'on peut aller dans cette... à mon avis, ça peut être un moyen d'organiser la gouvernance, mais ce qui suppose aussi de transformer généralement une bonne partie de la chaîne de valeur. Merci. Bon, il me reste 2 petites questions et puis une remarque d'Anne que je ne commenterai pas. Elle est à l'avis de tout le monde. Une petite question pour Hélène sur le bilan humique. Comment il peut être meilleur suite à l'introduction d'escourgeons dans l'exemple d'évolution de rotation que tu as montré? Est-ce que tu peux répondre à cette question ou pas? Et puis peut-être, pendant que j'ai la parole, Thierry Merking, je ne sais pas si pour Nicolas ou Stéphanie, la question est claire. Peut-être préciser votre question. A-t-on mesuré le potentiel optimal de réduction d'émissions de CO2 au niveau France? Par rapport à quoi ce potentiel? Peut-être préciser votre demande pendant qu'Hélène répond à la question du bilan humique. Alors, du coup, sur le bilan humique, en fait, on n'a pas déjà, c'est pas une introduction de l'escourgeon parce que justement, on remplace l'escourgeon par une double culture triticale pois et sorgho derrière. Et en fait, c'est lié au potentiel de production du sorgho et du triticale où on exporte une partie de la biomasse, mais il y a toute une partie de la biomasse qui reste au sol aussi et qui vient renforcer le carbone du sol. Donc, c'est en ça où, en fait, entre les 2 situations, les entrées et les sorties sont à peu près équivalentes entre les 2 situations, ce qui fait que les 2 situations restent équivalentes dans le stockage carbone des sols. Merci. Alors Thierry n'a pas eu le temps de préciser. Est-ce que Nicolas, voilà, réduction d'émissions si on met en œuvre un maximum de projets de bioéconomie? En fait, je pense que ça c'est hyper large, ça dépendrait de quel type de projet de bioéconomie on parle, etc. Là où je vais répondre, du coup, parce que j'ai vu passer des travaux très très récents là-dessus qui sont sortis ces dernières semaines, notamment sur l'impact du changement de régime alimentaire. Là, c'est vraiment, disons que c'est un moyen très facile de réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc je dirais ça, mais après, je pense que de manière générale, des projets de bioéconomie, vraiment vus comme un remplacement de l'économie fossile, de toute façon, ça entraînera l'abandon d'un grand nombre d'activités polluantes parce qu'émettrices notamment de gaz à effet de serre, sachant que la pollution, ce n'est pas que ça. Donc oui, je pense qu'il y a un potentiel important. Il y a eu des simulations, mais là, je ne les ai pas en tête. Merci beaucoup. Nous avons terminé. Merci à tous les 3 pour ce webinaire. La semaine prochaine, on se retrouve sur la thématique de la biodiversité. On revient le mardi à partir de la semaine prochaine. On restera le mardi jusqu'à la fin de cette saison. Et on parlera des services écosystémiques la semaine prochaine. Bonne semaine et merci encore à tous les 3. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.